monopoliser la parole parce que l'intérêt c'est pas moi. Je vais juste me présenter rapidement comme a demandé un monsieur lorsque je passais. Donc moi je suis Madame Kemache, je suis professeure en histoire-géographie. Je suis docteur en histoire, j'ai fait ma thèse soutenue en 2014 sur la relation des pouvoirs publics français et la population harkie lot-et-garonnaise à partir de 1962. Donc je n'ai absolument aucune légitimité pour vous parler des femmes harkies pendant la guerre d'Algérie. De toute façon je ne pourrais pas le faire aussi brillamment que Marcella. Je pense qu'on va essayer ensemble de parler de ces réalisations, de ces témoignages particulièrement poignants et touchants. Moi j'aurais juste une question pour commencer, si vous me permettez, sur les motivations de Marcella et l'origine de ce projet. J'avais déjà fait un film en 2011 qui s'appelle Harkie, Histoire de l'abandon. C'est un film de 90 minutes comme celui-là que vous venez de voir, un film de témoignage. J'ai beaucoup travaillé dans les archives, j'ai utilisé beaucoup d'images d'archives de l'ECPAD, surtout pour le film sur les harkis. Et en faisant ces recherches, je suis tombée sur énormément d'images, comme vous avez vu dans ce film, des populations civiles et des femmes. Et je me suis dit, quand on fait des documentaires historiques, on parle toujours des mecs, on parle toujours de l'armée, on parle toujours des soldats. Effectivement, ils font l'histoire si vous voulez. Mais les populations civiles vivent aussi, des fois de manière tragique, toutes ces guerres. Et donc je me suis demandé quelle était la vie des populations civiles à l'époque, surtout. C'est pas mon histoire, je ne connaissais pas trop, j'étais très intéressée en fait. Est-ce que toutes ces communautés, cette mélange, vivaient ensemble, vivaient séparément, quelle était la réalité avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre de ces populations. Et surtout la situation des femmes. Ça m'a intéressée, au début je suis tombée sur les images des MC, les équipes médico-sociales itinérantes, qui étaient composées, comme vous l'avez vu, des femmes européennes, des femmes musulmanes, des juifs, donc il n'y avait aucune différence au recrutement. Je me suis intéressée au début à ces équipes, c'était des femmes engagées, puis je me suis dit, il y avait d'autres femmes engagées, c'était les femmes nationalistes, ou celles qui étaient engagées de côté de l'OAS. J'ai voulu donner la parole justement à ces femmes parce qu'on ne les entend jamais. Je pense que c'était le moment de les faire parler, de les laisser parler. Est-ce que dans l'Assemblée vous avez des questions? Bonsoir Madame Ferraru. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce beau film. Je voudrais juste vous poser une question. Que pensez-vous actuellement du drame vécu par les femmes harkies? C'est la même question que je voudrais poser aussi à ma nièce Katia. Merci. J'aurais même songé à un moment donné de faire un film rien que sur les femmes de harkis, parce que c'est ça aussi une histoire déchirante, une histoire extraordinaire. Comme c'est très bien dit dans le film, elles ont des fois même pas eu le choix d'épouser un harki ou de rester sur place ou de venir en France. Elles ont été déracinées, elles sont venues en France. Des fois, les familles de harkis ont été campées dans des camps. Ils ont eu du mal à sortir de ces camps et s'intégrer avec le reste de la population, et plus difficilement encore pour les femmes de harkis qui ne parlaient pas français, donc une vie très très difficile, et pourtant elles ont réussi à faire des choses extraordinaires. J'ai même appris qu'il y a des femmes de harkis qui ont tissu les tapis qui se trouvent à l'Élysée, ou un tapis qui se trouve à l'Élysée. Donc elles ont trouvé le moyen de survivre, de trouver une raison de vivre et de s'intégrer dans la société française qui au début les a très très mal accueillies. Donc je pense que ce sont vraiment des femmes extraordinaires et qu'elles méritent tout notre respect. Effectivement, alors pour répondre à mon oncle, ces femmes ont connu l'exil, l'arrachement à leur terre natale, donc on l'a vu, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je ne suis pas content dans une lecture misérabiliste de leur histoire non plus.
J'ai travaillé sur la population harkie lot-et-garonnaise et donc j'ai rencontré des femmes harkies qui ont séjourné pour donc la plupart d'entre elles plusieurs mois voire plusieurs années au camp de Bias. Donc le camp de Bias accueillait les veuves, donc les familles monoparentales dans les chefs de famille étaient des veuves, donc des familles extrêmement fragilisées ou des familles dont les chefs de famille étaient handicapés ou qui, pour différentes raisons psychologiques ou physiques, ne pouvaient pas travailler ou être recasés dans les hameaux de forestage du sud-est de la France ou dans les cités industrielles des pôles urbains du nord et de l'est de la France. Donc on a des familles extrêmement fragilisées et pourtant ces femmes sont les véritables piliers de ces cellules familiales hors normes. Bon, effectivement, il y a un désarroi moral qui va les toucher. À l'hôpital psychiatrique à côté d'Agen, à Candélie, il y a eu nombre d'hospitalisations de ces femmes pour des psychoses maniaco-dépressives. Mais malgré tout, elles cherchent dans des conditions difficiles, des conditions matérielles extrêmement difficiles, un dénuement matériel notable, à gérer la famille, s'occuper du baraquement dans le camp, s'occuper des enfants. Il s'agit, bon, il y a un taux de natalité énorme dans ce camp. En 1968, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 56% de la population au camp de Bias qui a moins de 16 ans. Donc la femme est cantonnée à s'occuper des enfants en bas âge, mais tout comme les filles d'ailleurs, même si pour les filles il y a une insertion sociale plus facile. Mais pour ces femmes, les liens avec l'extérieur sont compliqués. Elles sont en 1968 80% à ne pas parler français ni le comprendre. Petit à petit, en liant, grâce notamment à des emplois saisonniers auprès de conserveries de Lot-et-Garonnaise, où elles sont employées aussi à la cueillette de haricots. Elles tissent des liens avec l'extérieur, donc elles ont une force en elles qui font qu'on ne peut pas parler forcément de drame pour les femmes harkies, qui sont de véritables piliers, des modèles de courage et de force, et qui aussi vont être des vecteurs culturels importants. C'est vraiment l'ultime lien avec l'Algérie, ces femmes au sein de ces familles, et elles vont transmettre les traditions, la culture algérienne auprès de leurs enfants notamment, les enfants de la seconde génération qui vont porter à leur tour après, à la fin des années, à partir de 1975, l'identité harkie et la mémoire harkie au XXIe siècle. Si je peux poser moi à mon tour une question, quelle a été l'évolution de l'État français, des autorités françaises vis-à-vis de harkis et vis-à-vis des femmes de harkis? Est-ce que la législation a évolué logiquement ou poussée un peu par des... Poussivement, je pense que vous serez plus honnête. L'État français ne veut plus entendre parler de la question harkie à l'image, enfin la question harkie comme la question algérienne des pieds noirs. Le savent bien, ils sont pressés de refermer la boîte à chagrin que représentait l'Algérie, pour paraphraser De Gaulle, en 1962. Les enfants de harkis vont rentrer en conflit latent à partir d'une révolte menée notamment dans ces deux camps, donc de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise. Ce sont les fils de harkis à partir de 1975 qui, par cette révolte, vont faire bouger un petit peu les lignes, timidement, et vont amorcer une réflexion auprès des pouvoirs publics français et un début de mesures publiques, de politiques publiques à l'égard des harkis, notamment la fermeture, à partir décidée à l'été 1975, dans la précipitation au Conseil des ministres, de la fermeture de ces deux derniers camps du sud de la France. Et à partir de 1975, régulièrement, on a des plans législatifs, notamment la loi Romani de 1994 en faveur des harkis, qui leur donne progressivement de ces familles des droits sociaux et politiques légitimes. J'ai vu partout en France, il y a des associations d'anciens harkis. Par la force des choses, le temps passe, les harkis s'en vont, il y a leurs enfants qui prennent le relais. Et je veux justement souligner l'importance de faire passer cette mémoire aux enfants, justement pour garder vif le souvenir de cette histoire algérienne. Je sais que c'est pas facile pour les enfants, peut-être que justement pour mieux s'intégrer, ils préfèrent ne pas parler de ça, oublier le passé. Mais je pense qu'il y a la possibilité de trouver le moyen de garder les enfants dans le giron de ces associations ou de leur donner le relais. Alors, j'aimerais poser une question plus particulièrement à Marcela Ferrarou. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux harkis, à l'Algérie en général, puisque vous avez réalisé donc plusieurs films, si j'ai bien compris. Vous avez remarqué, le film il a été financé par Secours de France.
C'est une association qui aujourd'hui a comme but surtout aider les descendants des harkis. Au début c'était un aide aussi pour surtout pour les familles des soldats qui avaient, ou des officiers qui avaient participé au putsch, et au fil du temps et aujourd'hui surtout ils donnent des bourses à des enfants de harkis, à des petits enfants de harkis, donc ils ont une œuvre vraiment extraordinaire. Ils se sont donné aussi comme mission de justement garder la mémoire. C'est eux qui ont financé les deux films. J'avais déjà fait pour eux un film sur les prisonniers d'Indochine. C'est un sujet que je connais mieux parce que mon premier mari était vietnamien, donc je connaissais bien le sujet. Ils voulaient faire un film sur les harkis, c'était vers 2010-2011, le sujet était encore difficilement abordable. Je pense qu'on a beaucoup évolué en quelques années, voilà, 6 ans après, on parle beaucoup plus facilement de ce sujet. Mais à l'époque, c'était encore difficile. Et donc, eux, ils ont dit, on va financer un film parce qu'il faut donner la parole aux gens tant qu'ils sont encore parmi nous. Il faut leur donner la parole, donc un film de témoignage, c'est ce qu'ils s'étaient proposé à faire. Et comme ils étaient contents du travail que j'avais fait avec eux pour la guerre d'Indochine, donc ils m'ont proposé ce film sur la je connaissais strictement rien sur la question. Et c'est peut-être mon avantage. Le fait que j'avais un regard extérieur, je n'avais pas des idées reçues sur la question, je n'étais pas formatée par l'école française sur le sujet. Donc j'ai tout découvert à cette occasion. J'ai beaucoup lu, j'ai rencontré plein de harkis, j'ai parlé avec eux. Donc c'est avec cet regard extérieur que j'ai fait le film, et je pense que c'est justement la force, le fait de laisser les harkis raconter leur histoire sans leur imposer dans quelle direction leur témoignage doit aller. Alors je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je rebondis sur ce que vous venez de dire, laisser la parole aux harkis. Donc je voulais savoir si c'est vous-même qui avez mené les entretiens et sélectionné les extraits qu'on voit dans le film. Oui, pour les deux films, j'ai fait les interviews et j'ai fait les extraits. Vous imaginez bien que chaque interview, ce n'est pas les 2 minutes qu'on peut retrouver dans le film, c'est des heures et des heures parce que les gens ne s'ouvrent pas facilement. C'est une histoire très douloureuse, donc c'est difficile de parler face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre pour la première fois. Donc c'est des interviews qui durent des heures et je fais des petits extraits dans chaque interview, ce que je pense être plus près de l'idée que j'ai sur le film. Bien que ce soit, pardon mesdames, bien que la parole soit surtout donnée aux femmes, bon, je vais quand même intervenir parce que c'est quand même le problème des femmes que vous avez soulevé. D'abord, je voudrais vous féliciter de la qualité extraordinaire de ce film, le silence qui a régné tout au long du film, les applaudissements de la fin montrent bien que vous avez touché non pas la fibre sensible, mais la vraie fibre historique, je dirais. Pour ma part, j'ai vécu tout ce que vous nous avez montré et j'ai passé 90 minutes d'émotion. Je suis un grand ami du président Hamid Kemache et je remercie sa nièce ici présente, professeur d'histoire. J'ai été professeur d'histoire ici aussi. J'ai bien aimé tout ce qui a été dit dans votre film. La question que je voudrais poser, les archives que vous avez ouvertes, qui s'ouvrent peut-être pas aussi facilement qu'on le croirait d'ailleurs, les archives, ce sont des archives françaises, je présume, parce qu'il doit y avoir aussi de l'autre côté de la Méditerranée des archives algériennes. Est-ce que vous avez pu, madame la réalisatrice du film, consulter les archives algériennes? Après, le problème des femmes que vous avez soulevé est tout à fait, je crois qu'il y a quand même pas mal de femmes dans l'Assemblée ici, je crois que c'est à elles d'en parler. Mais ce que j'aimerais savoir, si vous avez pu consulter, parce qu'elles doivent exister, le Bouteflika évidemment en France, etc. On doit avoir beaucoup d'archives aussi du FLN et algériennes et de pays étrangers à la France qui filmaient
FLN, ALN, etc. Alors, est-ce que vous avez eu possibilité de toucher aux archives algériennes? J'ai pas eu la possibilité parce que malheureusement j'ai pas essayé. C'est un chemin très très long. Il faut faire des demandes, il faut attendre, et on est dirigé dans une certaine direction. Dans le film que j'ai fait sur Arki, en fait l'idée du film c'était suivre l'histoire d'une fille de Arki qui essaie de retrouver ses racines, de retrouver l'histoire de son père. Elle s'appelle Karima Chalal. Elle a fait un voyage en Algérie et elle a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir rentrer dans les archives. Donc j'ai utilisé surtout des images, la plupart des images de cette époque se trouvent en France. Il y a des images qui viennent de l'ECPAD, donc le cinéma des armées. Il y a des images privées, il y a beaucoup d'images privées que je retrouvais dans des familles des pieds noirs qui sont rentrés d'Algérie. Pour ce qui est des documents, il faut savoir que l'histoire, elle a été un peu réécrite en Algérie. Il y a une combattante ALN FLN qui témoigne dans le film et qui, à force de raconter son histoire pour faire un peu plaisir aussi aux autorités algériennes, au fil du temps, elle a commencé à aménager un peu son histoire. Et j'ai remarqué ça quand elle m'a raconté, quand elle m'a dit en fait, j'avais pas le droit d'aller à l'école, le français ne nous donnait pas le droit d'aller à l'école, mais en fait, elle me raconte après qu'avant de rentrer dans la résistance, on va dire, elle était dactylographe dans un cabinet, donc elle a bien appris à écrire. Elle disait, on n'avait pas le droit d'aller dans les mêmes écoles que les Français, ce qui n'était pas très vrai non plus. Donc, moi j'ai l'habitude en Roumanie avec le régime communiste, je sais comment l'histoire peut être falsifiée, on va dire. Donc, je ne sais pas si l'histoire qui est racontée de l'autre côté de la Méditerranée est vraiment si je peux compter vraiment sur la vérité des choses qui sont racontées là-bas. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi avoir interviewé un seul homme, Élie Saint-Marc, que personnellement j'apprécie, on est décédé. Permettez, Madame la réalisatrice, que je parle d'Élie Saint-Marc. C'est un garçon, je voudrais dire quand même, pour sa désobéissance en faveur des harkis, c'est un ancien déporté, je veux dire, grand résistant, grand déporté, et de la Dordogne. De Camp-Segré, exactement, la famille de Saint-Marc et de la Dordogne. Il faut bien le rappeler à tout le monde ici. J'en ai parlé l'autre soir lors de l'exposition d'inauguration des harkis. J'ai justement mentionné Saint-Marc, et je crois que le choix que vous avez fait est très bien. Bien sûr, quand on l'a vu parler, il avait un peu d'âge, et il aurait fallu le connaître un peu plus jeune. C'était un garçon formidable, de grand cœur. Il a bousillé sa carrière dans cette affaire-là. Bon, beaucoup de soldats qui ont fait passer des harkis par des filières clandestines parce que la France les refoulait, il faut le dire, je l'ai déjà dit l'autre soir. Eh bien, ce garçon, Élie Saint-Marc, est un garçon remarquable. Je vous félicite du choix. Quant à savoir comment vous êtes arrivé à choisir Élie Saint-Marc, dont j'avais parlé l'autre soir, je ne sais pas. À vous la parole. Mais malheureusement, je pense que c'est le dernier interview qu'il a donné, parce que tout de suite après, il est tombé vraiment gravement malade et quelques mois après, il est mort. Donc c'est vraiment le dernier interview. J'aurais pu avoir le choix de ne pas l'utiliser parce que j'avais fait d'autres interviews d'hommes, mais sans l'intérêt vraiment de les mettre dans le film. Mais si j'ai utilisé, même si on a du mal à comprendre ce qu'il dit, c'est pour ça que j'ai sous-titré, mais j'ai utilisé parce qu'il a écrit sur la question. Donc il a fait des livres qui sont absolument remarquables sur l'Indochine, sur l'Algérie. Il a fait le putsch, il n'avait aucun intérêt pour lui, il avait tout à perdre, rien à gagner, mais s'il a fait ce putsch, justement, c'est parce qu'il voulait protéger ses populations. Donc je pense que c'est un grand monsieur qui a toute sa place ici. Une dernière remarque ou question? C'est bon. Moi, je ne pose pas de questions sur l'histoire, sur tout ce qui s'est passé, parce que j'avais 4 ans quand je suis arrivée en France. Mais je voulais rendre hommage ce soir, parce que je suis là, c'est pour ça aussi, à toutes les mamans qui ont 70 ans aujourd'hui, 78 ans, qui nous ont élevés, qui nous ont respectés, qui nous ont donné
comment dire, la chance de pouvoir être heureux, malgré tout ce qu'on a entendu. Moi j'ai vu des personnes, notamment ma mère, travailler très très dur pour nous, mais qui nous a aimés, qui nous a laissés, on va dire, tranquilles avec la guerre d'Algérie, parce qu'elle voulait qu'on soit... elle disait toujours je vous laisse tranquille. Et ce mot-là, il m'a toujours fait questionner en fait. J'ai toujours eu ces questions. Pourquoi elle nous disait ça? En fait, j'ai compris, c'est parce qu'elle voulait vraiment qu'on s'épanouisse, qu'on ait beaucoup d'amour, qu'on ait à manger, beaucoup d'amour. Et voilà. Donc je voulais rendre hommage à toutes ces mamans. Je suis très très émue parce que je me questionne beaucoup aussi sur cette période, sur mes racines, ce qui est normal, parce que nous, on avait 4 ans et aujourd'hui on a la soixantaine. Et c'est vrai que c'est une génération qui est un peu, on va dire, très, très difficile à... Comment dire, on a été protégés, mais en même temps, on s'est posé pas mal de questions. Et transmettre à mes propres enfants, je leur parle de mes origines, mais malheureusement, je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas, l'histoire, celle qu'on a vue là, c'est pas possible de leur transmettre ça à nos propres enfants. On est d'accord? On parle du pays, on parle de la beauté du pays, on parle de la cuisine, on parle de la langue, mais malheureusement, bon, je veux dire que notre histoire, notre génération, nous, on l'a encore dans le cœur, mais la prochaine, on va la laisser tranquille. C'est ça que je veux dire. Et je rends vraiment hommage à toutes ces mamans, franchement, parce qu'il y a aussi des petits frères qui avaient 17 ans à l'époque de 62, qui, eux, ont été chefs de famille très très tôt, qui se sont retrouvés avec la sœur, la mère, puis d'autres femmes, à 4 ou 5 familles dans la même maison. Et je rends hommage à ces hommes aussi qui avaient 17 ans à cette époque-là, qui aujourd'hui ont pareil, ont 80 ans, et qui ont œuvré pour que toutes les familles, leurs familles s'en sortent. Moi je me souviens de mon enfance, où mon oncle travaillait dans les bois, à Valoris, là-bas dans le Var, et on était, il y avait 4 femmes veuves, voilà, avec 15 enfants qui étaient là. Et moi je rends hommage aussi à ces grands frères de l'époque, qui ont sorti, qui ont tout fait pour que toute la famille s'en sorte. Et voilà. Donc je les remercie beaucoup. Je comprends tout à fait votre attitude. C'est très difficile de faire passer une histoire comme ça à des enfants, à des jeunes. Mais d'autre part, je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur le film sur les harkis, donc en 2010, on disait harkis, on disait traître. Et ça, c'est insupportable. Donc je pense que s'il faut transmettre quelque chose, peut-être pas tous les détails de cette histoire terrible, mais il faut quand même leur dire qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. Les harkis, ce n'étaient pas des traîtres. Donc il y a une certaine fierté qu'on peut avoir pour ce que vos parents ont fait. Et quand je pense de transmettre l'histoire, c'est surtout de ça que je veux parler. Oui, parce que je tenais vraiment à vous remercier aussi pour votre témoignage hyper émouvant. Merci. Vous évoquez en fait 2 choses. La quête identitaire, qui est salvatrice. Je pense que c'est votre quête identitaire, c'est fondamental pour se construire en tant que femme. Puis vous parlez aussi du silence, mais je vais les laisser tranquilles. Est-ce que vraiment le silence laisse tranquille? Bon, est-ce que c'est pas aussi important de casser certains préjugés, certaines idées reçues? Quand ma mère disait je vous laisse tranquille, ça ne voulait pas dire qu'elle nous a jamais parlé, qu'elle nous a jamais expliqué. Mais par contre, ce qu'elle m'a dit récemment, elle m'a dit j'attendais que vous me posiez des questions. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, mais beaucoup plus tard. Parce que de 4 ans à 27 ans, on se construit, on se marie, on essaie d'avoir un métier. Bien sûr, on mange du couscous, on rigole, on va au mariage, on s'habille, etc. Il n'y a pas de souci. On vit notre culture. Hein. Elles nous ont transmis cette culture, d'accord? Les mariages, c'était... il y avait 4 ou 5 femmes qui faisaient le couscous à tout le monde. Donc nous, les petites filles, on y allait forcément. Donc on sait tout ça. Mais on était heureux, quoi. On ne pensait pas à d'autre chose que ça. Et après, les questions viennent plus tard. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi papa il a fait ça? Pourquoi
voilà, il y a plein de choses. Et les questions ont été très discrètes parce que finalement, elles n'ont pas été posées. Moi, j'ai posé les questions très tard. Voilà, très tard. Et parce qu'au moment où j'avais besoin d'entendre ma mère nous raconter comment elle vivait, ce qu'ils ont fait. En fait, pour moi, aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'écrire ces choses-là et de les transmettre à mes enfants, non pas pour leur dire attention, la France a fait ça en Algérie, je ne sais rien, non, pas du tout. J'ai pas envie de rentrer dans ce conflit, mais de leur dire voilà comment on m'a transmis les choses et comment moi je voudrais leur transmettre à eux. Voilà, mais dans la douceur, et puis surtout, oui, je n'oublie pas mes racines, loin de là, et voilà. Mais par contre, effectivement, on se cherchera toujours. Je me demande si un jour on aura, enfin, ma génération, je me demande si on sera vraiment un jour posé et tranquille. Il faudra vivre avec, puis voilà, partager ce... Mais je m'exprime peut-être mal dans certaines choses, mais je pense que, ouais, avoir un petit peu la paix, ouais, ça fait du bien aussi. Dans la tête. C'est vrai qu'en tant que seconde génération, vous êtes une seconde génération, je crois, charnière, un petit peu des positions délicates, mais une charnière aussi passeuse de mémoire. Vous avez un rôle fondamental qu'on retrouve beaucoup dans l'écriture de la mémoire harki, avec les filles de harki au début du XXIe siècle, qui ont énormément, Leila Kershouch, Fatima Besnassi-Lankou, qui ont beaucoup écrit sur l'histoire familiale et qui ont endossé ce rôle-là existentiel. Alors j'aimerais poser une question à Katia Kemash, savoir qu'est-ce qui vous a conduit à produire votre travail universitaire sur le thème des harkis. Pourquoi ce choix? Il y a une raison universitaire et scientifique. Lorsque ça remonte malheureusement à quelques décennies maintenant, lorsque j'ai commencé mes recherches universitaires en maîtrise, il n'y avait aucun travaux historique sur la guerre d'Algérie. C'était un sujet neuf et toutes les questions historiques liées à la guerre d'Algérie étaient méconnues. Donc on avait besoin de jeunes étudiants qui travaillaient sur ces questions-là. Donc beaucoup de professeurs d'université sont venus vers moi parce que j'étais intéressée par la question harki, ils en étaient bien conscients. Et donc ils m'ont accompagnée pour combler ce vide historiographique, puisqu'il n'y avait pas de travaux scientifiques sur la question. Après, si vous voulez rentrer dans le champ de l'intime, je crois aussi qu'il y a des raisons effectivement familiales. Cette question relève d'un tabou familial, d'un silence hérité d'une famille. Et comme mes parents sont des personnes extraordinaires et brillantes qui m'ont permis de faire des études comme je le souhaitais, ils m'ont laissé chercher par moi-même. Ils ont bien fait, parce que ça a été une passion pour l'histoire et une vraie découverte, des découvertes personnelles et passionnantes. Et est-ce que vous avez utilisé les témoignages oraux? Alors j'ai utilisé dans le cadre de mes recherches universitaires les archives orales, mais que j'ai confronté aux archives publiques. Donc j'ai consulté les archives départementales du Lot-et-Garonne, où on a des bribes des archives du CARA, du camp de Bias. On a surtout les archives hyper précieuses de la préfecture du Lot-et-Garonne, qui a vraiment joué un rôle fondamental et central dans l'accueil et la gestion de ces familles. J'ai consulté aussi les archives ministérielles qui étaient à Fontainebleau à l'époque, des ministres en charge de la question harki entre 1962 et 1994. C'était des archives soumises à des dérogations, donc ça a été un véritable parcours du combattant intéressant, et des archives privées aussi du Comité national des Français musulmans, du comité Parodi pour ceux qui connaissent. Voilà. Et les témoignages oraux étaient issus de quel... Alors j'ai été aidée pour la collecte des témoignages, notamment dans le cadre de mon Master 2, par le tissu associatif du Lot-et-Garonne, qui me mettait en contact avec des familles, donc femmes, hommes et enfants, qui sont passés par le camp de Bias. S'il n'y a plus... Y a-t-il encore des questions ou on déclare... Non. Bon, ben... Non. Si, Laurent, c'est... Une dernière question de Laurence Perpereau pour la Sonothèque des Archives. C'est les témoignages oraux, ça veut dire.
Voilà, oui, ça me titille, je m'intéresse beaucoup au côté réalisation, vous m'en pardonnerez. Une question que je voulais poser à Marcella Ferraro, le film que nous venons de voir représente combien d'années, combien de temps de travail pour aboutir? Effectivement, un travail de presque un an. Mais j'ai travaillé en amont aussi pour me mettre au courant de cette question. Pour quelqu'un qui maîtrise bien le sujet, peut-être qu'un année suffit, mais pour un film comme celui-là, il faut surtout faire beaucoup de recherches dans les archives, de recherches d'images, de documents, d'écriture, etc. Et puis il y a le temps de faire des interviews, de les éplucher, de faire les sélections. Donc il y a beaucoup de travail à côté, on va dire. Dernière question, et comment ce film a-t-il été reçu de manière globale? Il est diffusé depuis septembre dernier sur la chaîne Histoire. Malheureusement, les grandes chaînes s'intéressent moins à des histoires pareilles. Donc, si vous voulez le re-regarder, il passe sur la chaîne Histoire de temps en temps. Il a commencé le 31 août, il me semble. Et puis, il a été présenté, il y a eu une grande projection à Paris organisée par le Secours de France. Il y a eu presque 1000 personnes à la projection. Et il y a des organisations de harkis dans les régions, dans les départements qui organisent des projections comme celle qu'on a fait ici. Et je me réjouis de voir que le film a suscité beaucoup d'émotions et puis que les gens ils disent c'est exactement ce qu'on a vécu. Donc j'ai été fidèle à la réalité historique, je pense, ou j'espère. Bon, bah, écoutez, merci à nos deux intervenantes pour leur présence, pour leur participation à ce débat. Et s'il vous reste encore un petit peu de temps et un petit peu d'énergie, donc il y a un buffet dans le hall qui a été préparé par l'association Harkis Dordogne, que je remercie, et nous pouvons continuer éventuellement quelques échanges autour d'un verre et de petites délicatesses. Voilà, merci.